c'est surtout les seuls pour lesquels c'est profitable de le faire. C'est-à-dire que tu pourrais très Hmm. bien arrêter un data center, etc., mais ça serait pas profitable pour eux de le faire. Et c'est ça que les gens souvent ont du mal à comprendre, parce qu'ils disent oui, mais le gas flaring, etc., est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour autre chose que miner du Bitcoin? Mais la réponse c'est non, parce que le seul use case qui est économiquement viable actuellement, c'est de le faire avec le Bitcoin. Ça sert à rien de faire des prédictions de hash rate si on fait pas des prédictions sur le prix du Bitcoin. Donc en fait, la question, Alors, donne-moi une prédiction du prix du Bitcoin. la question, elle est très simple, en fait. C'est si le prix du Bitcoin il peut être multiplié par 10, le hash rate, potentiellement, il va être multiplié par 10 aussi. C'est aussi simple que ça. Le minage, c'est vraiment que des considérations économiques, que des considérations de marge. Et donc, en fait, tant que les mineurs sont profitables, le hash rate continuera d'augmenter. Je pars du principe que c'est très compliqué d'expliquer Bitcoin à quelqu'un du premier coup. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre un petit peu la cible dans la tête de la personne, l'intérêt. Et donc, en fait, pour créer l'intérêt, pour moi, tu as soit l'intérêt économique, soit l'intérêt politique. Hmm. Et en fonction de la personne, j'essaie de lancer sur un des deux. Et après, je me dis, voilà, free market, c'est la personne qui décide. Maintenant, elle est au courant. Si elle veut aller plus loin, elle va plus loin. Et moi, je serai le premier à aider. Si elle veut pas, c'est son choix. Guillaume Girard, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Très content de te recevoir. Salut Guillaume, comment ça va? Bien, bien, bien. Ouais, ça faisait un moment que je voulais t'avoir sur GAC, faire une interview ensemble. Tu es toujours très, très pertinent, très incisif dans l'entonnoir du Bitcoin. Et du coup, je me suis dit, il faut qu'il intervienne sur Grand Angle Crypto. Donc, l'entonnoir du Bitcoin, pour ceux qui ne le savent pas, une discussion qui a eu lieu tous les dimanches soirs sur Twitter et qui est enregistrée et que vous pouvez réécouter sur la chaîne Découvre Bitcoin de Roxy, c'est ça. C'est ça. Ouais. Donc, tu es le deuxième de la bande qu'on interview sur la chaîne après Fanis Michalakis, le Le grand fameux, Fanis. le Bitcoiner qui a du coup, des nœuds et des serveurs Solana dans son garage, n'est-ce pas? Peu de gens le savent. Donc, toi, Guillaume, tu as un profil très particulier. Aujourd'hui, on va discuter de Bitcoin et de l'évolution et du développement de l'industrie du minage parce que tu bosses dedans. Mais peut-être avant, pour poser les bases pour les personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux rapidement te présenter et nous dire ce que tu fais? Bon, bah, du coup, je m'appelle Guillaume Girard, Guérilla V2 sur Twitter pour ceux qui suivent. Euh, Bah, j'ai fait un parcours assez classique, on va dire, hein. J'ai fait prépa, école de commerce, etc. J'ai fait mes premiers stages au Cambridge Center for Alternative Finance. Donc, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'était les stats sur d'où vient le minage, etc. C'était assez excitant. J'ai écrit pour pas mal de publications, pour Messari, pour Delphi Ouais, donc Digital, des choses comme t'as ça. participé au Cambridge Electricity Index, là, le fameux calcul, etc. Ok, C'est ça, j'ai participé à le rendre un peu moins idiot. ok. Voilà, avec la page des comparaisons, etc. Parce qu'avant, c'était assez spécial, on va dire. Mais donc voilà, j'ai fait ça. Euh, et puis ensuite, j'ai rejoint Bitwise Asset Management en tant que stagiaire pendant 6 mois. Et ensuite, après ça, j'ai reçu une offre pour rejoindre l'équipe mining de Galaxy Digital. Donc, Galaxy, entre guillemets, ils font voilà, de l'investment banking, de l'asset management, du VC. Et il y a aussi une branche mining dans laquelle je travaille où je fais à la fois research et finance. Mhm. Du coup, on va directement rentrer dans le dur et ça va nous faire partir dans certaines directions. Pourquoi, selon toi, on a un hash rate qui continue à augmenter alors qu'on est au fin fond du bear market? En gros, le hash rate, donc la concurrence sur le réseau, c'est-à-dire le nombre de mineurs connectés au réseau Bitcoin, a rarement été aussi élevé. On est aux alentours de 300 exahash là, en ce moment. Alors que le cours du Bitcoin, bon là, ces dernières heures est remonté, mais on est aux alentours entre 20 et 25 000 dollars, donc disons au fond du bear market. Comment tu vois ça et quelle est ton analyse là-dessus? Bah, c'est quelque chose qu'on a expliqué, tu vois, dans nos rapports et dont j'ai pas mal parlé. Ce qui s'est passé en 2020, surtout 2021, 2022, c'est que les mineurs qui sont les mineurs publics, les mineurs privés, etc., ont réussi à lever beaucoup de fonds. Donc, ils ont eu accès à beaucoup de capital facilement. Donc, ils ont fait des orders de machines et d'équipements qui étaient absolument gargantuesques. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour construire aujourd'hui euh, une ferme de minage, ça prend entre 18 et 24 mois parfois pour recevoir ce qu'on appelle les long lead time items, donc les transformers, etc. Donc, si tu veux, aujourd'hui, Oui, tu as des fermes. c'est pas juste le container et les ASIC, quoi. T'as Non, tout le non, reste, pas quoi. du tout. Ouais. C'est beaucoup plus complexe.
Et même, par exemple, pour les mineurs qui sont connectés à ERCOT, il faut que tu attendes d'avoir des autorisations de la part de ERCOT, il faut Donc, faire des tu peux études préciser ce que électriques, c'est etc. ERCOT, du coup, pour les gens qui ne sauraient pas? ERCOT, c'est la grille électrique du Texas. Donc, c'est assez particulier aux États-Unis. C'est que il y a des grilles qui sont, on va dire, managées par le privé, qui sont plus free market, et des grilles qui sont un petit peu plus d'ordre public, et là, qui sont gérées, on va dire, comme les EDF, etc. Hmm. Et donc, ERCOT, c'est la grille du Texas qui est vraiment basée sur les free market, où donc tu as un mécanisme d'offre et de demande, où les prix peuvent parfois passer même en négatif, donc on pourra en discuter. Et donc, oui, pour en revenir à ça, il y a des mineurs aujourd'hui qui arrivent en ligne, qui ont commencé leur construction il y a quasiment 1 an et demi. Et donc, tu as ce double facteur de des fermes de minage qui arrivent à peine en ligne en ce moment, mais c'est des projets qui ont été commencés pendant le bull market. Et aussi le fait que Bitmain, etc., quand tu commandes des machines, aujourd'hui, c'est entre 6 mois et 1 an pour commencer à recevoir les machines. Et donc, voilà, t'as des mineurs qui ont commandé des S19 XP, donc la dernière machine de Bitmain, il y a quasiment voilà, 6 mois, 1 an, qui le reçoivent que maintenant. Donc, c'est pour ça qu'en fait, tu as ce délai toujours entre bull market et l'arrivée du hash rate. Et c'est ce qui a fait énormément de mal aux mineurs en fin d'année dernière, puisque tu avais ce découplement Bitcoin qui descend, hash rate qui augmente, et donc la profitabilité qui dégringole, quoi. C'était pris en ciseaux, quoi. Tu vois du coup cette tendance continuer où il va avoir à un moment donné une correction et une certaine purge, du coup, nous on appelle enfin, la théorie du dernier survivant sur Grand Temps Crypto, à un moment donné où il y aura certains mineurs, le coup près va passer et va dézinguer certaines têtes, quoi. Comment tu vois ça dans les prochains mois, éventuellement même prochains 18 mois, prochaines années? Alors, on va dire que court terme, je pense que la première partie d'année, là, tu vois, on va dire de janvier à mai-juin, elle va être assez, ça va beaucoup augmenter encore, ça c'est mon avis, parce qu'il y a beaucoup de sites qui arrivent vraiment justement en ligne à partir de maintenant. Je pense que dans la deuxième partie d'année, ça va se calmer un petit peu, surtout parce qu'on va approcher du halving. Et à partir du halving, les mineurs, ils vont pas commencer à continuer à créer des sites, à commander des machines, etc. Ils vont être en mode wait and see. Donc en fait, la vraie dynamique, elle va commencer à se remarquer, on va dire, à partir de peut-être fin 2024, après le halving, quand on aura enfin la réponse de est-ce que les mineurs qui sont arrivés en ligne cette année ont assez de marge, ont des coûts électriques assez faibles pour résister Hmm. au halving en fonction du prix du Bitcoin à ce moment-là. Ouais. Et du coup, l'évolution sur les États-Unis, tu parlais d'offres et de demande et surtout au Texas. Explique-nous un peu ça. Genre, on en parle partout, surtout en Occident, en Europe, en France, qu'il y a une tension sur le réseau, il y a une certaine rareté sur l'électricité et l'énergie. Et en fait, on voit un réseau Bitcoin qui n'arrête pas de se développer, arrête pas de prendre de plus en plus de puissance. On a l'impression que la courbe ne s'arrêtera jamais. Qu'est-ce que tu réponds aux gens du coup qui disent en fait cette électricité éventuellement elle aurait pu être utilisée ailleurs ou tu vois ce que je veux dire ce dilemme entre certaines personnes qui pensent que l'électricité est rare aujourd'hui est très rare et pourtant les mineurs n'ont jamais été pas aussi rentables mais en tout cas aussi nombreux partout sur la planète et particulièrement aux États-Unis. En fait, le cas des États-Unis et du Texas en particulier, c'est que c'est vraiment un problème classique de mismatch entre offre et demande. C'est-à-dire qu'au Texas, tu as le gouvernement américain qui a vraiment mis en avant les énergies renouvelables, donc l'éolien et le solaire. Et il se trouve qu'au Texas, en particulier à l'ouest du Texas, c'est le désert, donc il y a beaucoup de soleil. Et en plus de ça, ils ont de la chance, ils ont beaucoup de vent. Donc ce qui se passe, c'est que t'as des subsidies pour que les producteurs viennent s'installer et créer donc des fermes solaires, des fermes de vent, etc. Sauf que tout ça, il faut le connecter avec de la transmission jusqu'aux grandes villes, jusqu'aux endroits qui consomment de l'électricité finalement. Sauf que construire ces lignes-là, ça coûte extrêmement cher. Et plus ces lignes de transmission sont loin des centres de consommation, plus tu as de la perte de transmission, ce qu'on appelle. Et le Texas, il se trouve que c'est très très grand. Et donc pour relier l'Ouest, qui est quasiment vide, hein, c'est le, enfin, c'est le fin fond du Texas, quoi, Ouais. à l'Est, qui est là où il y a les grandes villes, ça coûte cher, c'est pas très optimisé. Et donc, tu te retrouves avec un mismatch d'offres-demande. Tu as énormément d'offres et d'électricité de la part de ces producteurs qui bident sur le marché à des prix très faibles et t'as pas de demande. Du coup, c'est là où les mineurs de Bitcoin viennent s'intégrer et viennent dire, bah, écoute,
au lieu de vendre cette électricité à même parfois des prix négatifs, ça arrive souvent, bah, nous, on vient, on va se mettre à côté et on va consommer directement l'électricité avec tu vois, un accord de 5 ans, des trucs comme ça. Et C'est ce qui explique que ouais. c'est... ouais. Et explique-nous un point super important et beaucoup de personnes comprennent pas ou ne réalisent pas, genre, par exemple, un prix d'électricité négatif. Comment l'électricité peut être négative? Comment je te paye pour que tu acceptes mon électricité? Dans quel cas ça arrive, ça? Alors, il faut bien comprendre qu'en fait, sur le marché ERCOT, euh, le- l'entité ERCOT coordonne les prix entre les générateurs d'électricité, donc ceux qui produisent, et les consommateurs d'électricité, donc typiquement les mineurs, les industriels, etc. Euh, et ce qui se passe, c'est que euh, les producteurs, en particulier d'éolien et de solaire, vu qu'ils ont des subsidies, ils peuvent se permettre de bid un prix électrique négatif, parce que admettons que ton coût de revient, admettons que ça soit 10 dollars le mégawatt, mais que tu aies 20 dollars de subsidies, du coup, si tu fais 10 moins 20, tu peux quand même Des subventions subvention, ouais. des subventions. Euh, et donc, si tu fais ce calcul-là, euh, en tant que producteur éolien et solaire, tu peux quand même être profitable en bidant sur ERCOT à des prix négatifs, parce que même avec ces prix Hmm. négatifs, en rajoutant le Les subsidies, subventions de les l'État, eh ben, t'es subventions, tu positif. repasses en positif. Et donc, tu te retrouves avec des situations comme ça. Alors, c'est assez rare, hein, c'est entre 5 et 10% du temps. Mais tu as des moments comme ça où, du coup, pour un mineur, ça devient extrêmement profitable d'être en ligne. Hmm. Aujourd'hui, toi, avec quand même du coup tes connaissances et ta vision du marché, au Texas, globalement, ça mine principalement sur quoi? Parce que on parle beaucoup aussi du minage comme moyen de rentabiliser certains sites sales ils n'auraient pas pu être rentables sans les mineurs. Comment tu vois ça? Parce que là, on a parlé beaucoup de moulins à vent et de miroirs magiques. Mais est-ce que c'est principalement sur ça? Est-ce que c'est du flaring? Enfin, quel est un peu le mix énergétique là sur les mineurs au Texas? C'est surtout du natural gas au Texas et ensuite solaire éolien. Donc, solaire éolien, c'est surtout dans l'ouest du Texas et c'est souvent ce qu'on appelle behind the meter. Donc, c'est-à-dire c'est des mineurs qui sont directement connectés aux producteurs qui vont aller consommer l'énergie. Sinon, la plupart du temps, c'est natural gas, parce qu'on va dire la grille électrique du Texas en moyenne, c'est surtout natural gas. Et donc, on va dire la majorité des sites de minage au Texas, c'est natural gas. Et c'est ce qui explique aussi que le minage au Texas est extrêmement lié au prix du natural gas. C'est pour ça que l'année dernière, avec tout ce qui s'est passé avec la Russie, l'Europe, etc., quand les prix du gaz ont explosé, ça a énormément heurté les mineurs qui n'avaient pas de PPA, donc Power Purchase Agreement, au niveau du gaz. Ils n'avaient pas leur prix d'achat fixé. Mais donc, du coup, c'est même pas du gaz flaring. C'est vraiment une production classique d'électricité sur du gaz. Tu sais, le gas flaring, on en parle beaucoup parce que c'est super excitant, c'est bien pour la décentralisation, c'est un use case Mhm. qui est bien pour l'environnement, etc. Mais actuellement, ça représente vraiment une part infime du réseau. Et il y en a un petit peu au Texas, il y en a dans le Dakota du Nord, Dakota du Sud, etc. Mais ça reste vraiment C'est marginal. marginal Ouais. par rapport à l'immensité d'énergie qui est au Texas. Mais tu penses pas que justement cette part va grossir, et c'est une des questions que je te poserai après, mais en gros, compte tenu du prix des hydrocarbures dans les prochaines années, est-ce que ces mineurs-là ne sont pas voués à disparaître à un moment donné si tu mines sur du gaz classique au lieu d'être sur des énergies renouvelables ou du gas flaring? Qui est la théorie de Sébastien qui nous regarde peut-être, mais tu vois, de dire que c'est une folie aujourd'hui de partir sur du minage sale ou sur hydrocarbures. Ah, déjà, le premier truc que je dirais, c'est que le gaz, c'est pas sale. Contrairement au charbon, au pétrole, enfin, j'en sais rien, le gaz, c'est quand même reconnu comme étant, tu vois, un des hydrocarbures les moins sales qui n'est pas non plus très polluant. Donc ça, c'est la première chose. Euh, la deuxième, moi, je dirais que je suis pas vraiment d'accord avec ce constat, parce qu'aujourd'hui, la stratégie quand même des mineurs, c'est de sécuriser un PPA à un coût qui est relativement faible, euh, et de pouvoir continuer à miner sur des coûts électriques euh, grâce aux activités de curtailment au Texas, qui rendent en fait des activités plus profitables. Donc je pense qu'à terme, en fait, effectivement, si tu es juste un mineur
qui fait juste du minage, ça sera difficile de s'en sortir, et en particulier après, tu vois, des halvings successifs. Mais par contre, là où vraiment ça devient intéressant pour ces mineurs qui sont sur des énergies comme ça, en particulier sur des grilles comme le Texas, c'est d'avoir accès au curtailment. Donc, le curtailment, c'est la possibilité d'arrêter ses activités quand la grille te le demande et de recevoir un peu plus de revenus parce que tu Hmm. t'es arrêté de produire C'est pour aider la grille, etc. en français l'effacement, quoi. C'est-à-dire, tu peux on-off directement. Dès que, par exemple, si EDF te le demandait, tu peux directement t'effacer. Et c'est ce qui s'est passé à Noël de l'année dernière au Texas. Quand il y a eu du coup le gros hiver, les chutes de température, du jour au lendemain, apparemment, les mineurs ont libéré quoi, 1 gigawatt de puissance, quelque chose comme ça, pour inonder le marché d'électricité. Et c'est la seule industrie, à ma connaissance, qui est capable de faire ça. Genre, je sais pas si tu as d'autres exemples, mais en quelques heures de pouvoir éteindre toutes les opérations, genre éteindre l'usine en quelques heures sous demande du réseau. Ouais, un data center ne peut pas le faire, enfin, à ma connaissance ne peut pas le faire, une usine de n'importe quoi ne peut pas le faire. Donc là-dessus, le minage se positionne de manière enfin, c'est extrêmement intéressant pour justement équilibrer un réseau, quoi. Je sais pas ce que tu en penses. Non, tu as totalement raison, et c'est surtout les seuls pour lesquels c'est profitable de le faire. C'est-à-dire que tu pourrais très Hmm. bien arrêter un data center, etc., mais ça serait pas profitable pour eux de le faire. Et c'est ça que les gens souvent ont du mal à comprendre, parce qu'ils disent oui, mais le gas flaring, etc., est-ce qu'on pourrait pas l'utiliser pour autre chose que miner du Bitcoin? Mais la réponse c'est non, parce que le seul use case qui est économiquement viable actuellement, c'est de le faire avec le Bitcoin. Et donc, Hmm. pour revenir à ce qu'on disait, aujourd'hui, même si un mineur, il va payer un peu plus cher le natural gas, peut-être qu'il va être, tu vois, à 4 centimes le kilowatt. Quand tu rajoutes par-dessus les économies réalisées avec le curtailment, tu peux le diviser par deux ton coût électrique. Et donc là, à partir de 2 centimes, tu deviens vraiment extrêmement compétitif. Et Hmm. donc c'est ce qui fait que je pense qu'à terme, cette idée, tu vois, des grosses fermes de minage qui ont des PPA, qui ont des énergies, qui ont des stratégies d'énergie, etc., qui sont très sophistiquées, c'est elles qui vont emporter la part du gâteau, même si personnellement, Ouais. j'espère que on verra plus de, tu vois, de off-grid, etc. Mais le off-grid, on en parle beaucoup. Moi, je suis très bullish Donc, là-dessus. off-grid, du coup, de nouveau, pour pas perdre les gens. Donc, il y a les mineurs qui sont connectés au réseau, donc du coup, on-grid. Donc, ils sont sur le même réseau que les particuliers, les bureaux, etc., etc. Et cetera. Et du coup, eux s'effacent. Ils ont ce fameux curtailment. Dès que nécessaire, ils arrêtent leur machine et ils libèrent la puissance pour alimenter les habitations, les bureaux, etc. Et il y a certains autres mineurs qui sont off-grid, donc ils ne sont pas connectés au réseau global. C'est limite, ils ont leur propre générateur, leur propre alimentation en gaz ou autre. Et du coup, ils sont complètement indépendants du reste du réseau. Donc, qu'est-ce que du coup, tu as à dire sur le off-grid? Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'en particulier pour les activités de gas flaring, etc., donc les mineurs qui sont auprès des puits de pétrole, euh, il y a d'autres considérations qui viennent rajouter des coûts pour lesquels on ne parle pas assez. C'est-à-dire que c'est pas juste on vient, on met des mineurs et parce que c'est du gaz qui n'est pas utilisé, qui est moins cher, c'est super bien. Tu as énormément de problèmes au niveau de la sécurité des machines, de la saleté de l'air, du fait que c'est pas super stable en termes de uptime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un mineur dans une ferme classique, il va être à 98-99% de uptime, donc Mhm. la pourcentage du temps auquel il est branché. Par contre, quand tu es sur un truc comme des puits de pétrole, etc., ça peut très bien tomber à 70% sur certains mois, parce que c'est Mhm. pas forcément une production qui est stable. Donc il y a plein de challenges qui sont associés à ça, dont les gens ne parlent pas, et qui font que ça rend le use case du gas flaring, du off-grid, etc., un petit peu plus, qu'il faut le Compliqué que nuancer, ce on va qu'on. dire. Ouais. Et ça, c'est super intéressant, surtout sur l'effacement. Tu disais que ça venait réduire ton prix de l'électricité. Parce que de nouveau, si j'ai bien compris, lors de l'effacement, ils sont quand même payés. C'est-à-dire que tu as une subvention, tu as une rémunération. Si tu t'effaces correctement, au lieu de miner du Bitcoin, en fait, l'État ou je ne sais pas qui, mais te verse de l'argent pendant que tu ne fais rien, en gros. Alors, c'est ERCOT qui le fait, ils te versent pas forcément de l'argent, ils vont te verser un crédit sur ta Ok. future consommation électrique. Mais donc, on va dire que, voilà, admettons, quand tu mines du Bitcoin, ça te rapporte 100 dollars par mégawatt. À partir du moment où tu dépasses ce niveau-là, donc on va dire à 120 dollars le mégawatt, si ERCOT te dit, bah, si tu t'arrêtes de miner, je te donne 120 et que tu mines, tu gagnes 100, bah, de suite, ça Hmm. devient intéressant complètement de s'arrêter. Donc, du coup, c'est comme ça que les mineurs le font. Et pourquoi c'est intéressant? C'est qu'en fait, tu as certaines périodes dans ERCOT, en particulier pendant l'été ou pendant les grosses périodes de froid en hiver, où
Miner du Bitcoin, on va dire, ça te rapporte 100. Par contre, t'arrêter de miner, ça va te rapporter 3000. Et c'est là où ça Hmm. devient vraiment intéressant, c'est que tu as vraiment des spikes comme ça qui rendent le fait d'arrêter la machine extrêmement profitable. Et c'est ce qui fait que ces petites périodes-là, même si c'est pas longtemps, si tu en as voilà, une quinzaine par an, tu deviens très profitable. Du coup, là, il y a vraiment une concentration. On a vu ces derniers mois, depuis le ban chinois, en gros, j'ai l'impression il y a vraiment un exode et une migration des mineurs en Amérique du Nord, mais particulièrement aux États-Unis. Si je ne me trompe pas, ils ont plus d'1 gigawatt de puissance maintenant, donc ben, plus d'une centrale nucléaire. Enfin, les mineurs consomment plus qu'une centrale nucléaire sur place, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Est-ce que mes chiffres sont corrects, ou plus ou moins? Ouais, un gigawatt, je pense que c'est large parce que je crois qu'au Texas, il y a 1,3 gigawatts. Donc je pense qu'on est même bien plus qu'un gigawatt. Ok, donc c'est énormissime, c'est plus de 30% de maintenant du réseau Bitcoin. Comment tu vois l'évolution des choses et du coup en tant que Bitcoiner, le risque qu'il y a d'avoir comme ça 30% maintenant dans un État? Tu avais l'administration Biden qui commence à discuter de taxes supplémentaires. Enfin, quel est le risque pour toi? Est-ce que c'est positif, négatif? Comment tu vois les choses? C'est une question difficile parce que d'un côté, évidemment, en tant que Bitcoiner, on aimerait voir une décentralisation du réseau de manière géographique. Après, il y a une réalité du marché qui est différente. Et la réalité du marché, c'est que actuellement, la juridiction américaine, le marché de l'énergie américain fait que, et surtout le marché du capital, fait qu'aujourd'hui, miner aux États-Unis, c'est, on va dire, un des meilleurs endroits au monde si tu veux être un mineur, on va dire, assez gros, quoi. Est-ce que à terme, c'est un problème politique? Et est-ce que c'est un vecteur d'attaque sur Bitcoin? Bien évidemment, mais ça, on l'a toujours su. Et ça rentre dans toutes les questions de game theory sur est-ce que c'est une bonne idée pour un gouvernement de venir attaquer une ferme de minage Bitcoin ou de saisir toutes les fermes, etc. C'est une question où je ne sais pas si tu as envie de rentrer Ah bah vas-y, vas-y, là-dedans vas-y. Ouais, ouais. aujourd'hui, mais tu as cette idée que même si, en fait, il faut bien comprendre qu'à tout moment, là, s'ils ont envie, le gouvernement, ils peuvent aller saisir les fermes de minage, et ça a toujours été possible. Ça ne change pas qu'il y ait 30% aux États-Unis ou 15%. Si à un moment donné, tous les gouvernements s'y mettent, l'idée, c'est quand même de dire, il y a un incentive économique au niveau de Bitcoin qui fait que même si le gouvernement prend le contrôle de ces fermes-là, euh, c'est dans leur intérêt de continuer à être des mineurs honnêtes. Et je Hmm. pense que c'est ça souvent que les gens comprennent pas, c'est que euh, c'est le consensus de Bitcoin qui protège Bitcoin, c'est pas forcément le hash rate. Mais donc, pour revenir à ta question, C'est une combinaison des deux en tout cas. Ouais. c'est vrai, c'est vrai. Mais pour revenir à ce que tu disais, moi, ça m'inquiète pas forcément, même si j'aimerais voir plus de décentralisation géographique, mais ça passe par rendre d'autres juridictions plus attractives. Hmm. Et bah, par rapport à ça, tu vois, comment tu vois cette évolution, toi qui, je sais pas où tu es basé, je t'ai même, à À Marseille, hein, c'est Londres, ça? À Londres, à ok. Londres. Donc, comment tu vois, enfin, ce que tu entends, etc., par rapport à l'évolution bah, du minage aux États-Unis? Comme je disais, l'administration Biden a annoncé réfléchir à taxer les mineurs de 30% supplémentaires, du coup, qui impacterait directement leur rentabilité. Est-ce que c'est une tendance qui va se poursuivre ou cet Eldorado dont tu parlais il y a quelques instants par rapport à Bitcoin, genre c'est vraiment aujourd'hui the best place to be pour miner. En final, bah, ça va être une petite période comme la Chine pendant 5 ans. Les États-Unis pardon, auront eu leur période et puis peut-être que ça sera plutôt les pays en voie de développement, l'Amérique du Sud, l'Afrique, etc. Comment tu vois cette puissance politique maintenant? Est-ce que les Texans ont compris la chose et voilà, c'est trop tard et ça bougera plus? Je pense que la domination des États-Unis, en particulier du Texas, elle va rester parce que justement, tu as énormément d'énergies renouvelables qui vont arriver, qui vont continuer à se construire, donc tu auras forcément besoin de mineurs pour venir compenser ça. Après, tu as des juridictions comme l'Amérique du Sud, le Paraguay, etc., l'Argentine, qui sont intéressantes et dont on parle depuis 1, 2 ans, parce qu'ils ont beaucoup de ressources hydroélectriques. Moi, personnellement, je suis très bullish sur le Moyen-Orient, à la fois pour le côté gas sharing, etc., parce que bon, voilà, au niveau du pétrole, c'est quand même les leaders mondiaux, mais aussi Mhm. parce qu'ils ont développé des programmes
d'incubateurs, etc. Tu as Abu Dhabi qui a carrément acheté une centrale nucléaire et qui va commencer à tester du minage là-bas avec une ferme gigantesque de 1 gigawatt. Donc, à terme, je pense qu'on va voir beaucoup plus de décentralisation et ça va devenir même un intérêt géopolitique pour les gouvernements peut-être d'avoir, tu vois, une partie de hash rate. Ouais, c'est ce que j'avais tweeté un jour, c'est pour parler et pour être à la table des discussions des grandes puissances de ce monde. Aujourd'hui, tu as la puissance nucléaire. Demain, est-ce que ça ne voudra pas dire être important sur le réseau, tu vois? Si tu as moins de 5% du réseau, tu es nobody sur la scène internationale dans quelques années. Enfin, bref, c'est une spéculation et c'est scénario hypothétique, mais c'est vrai que quand tu y réfléchis, tu dis, bah oui, pourquoi pas, en fait. Tu as un contrôle, un certain contrôle, un pouvoir d'influence dans éventuellement la gouvernance de la base monétaire internationale. Donc tu te dis, si les mecs se projettent, ça serait pas con d'en avoir un petit peu chez soi, quoi. Moi, je pense personnellement que c'est absolument ce que sont en train de faire les Russes. Il y a énormément de hash rate qui est en train de se développer là, en Sibérie en particulier, avec des incentives gouvernementaux qui te réduisent les taxes sur l'énergie, etc. Qui fait que ça rend le minage en Sibérie extrêmement profitable. Et je pense que depuis qu'on leur a coupé les ponts de la finance internationale, Hmm. euh, ils sont en train de réfléchir et de se dire pourquoi est-ce qu'on ne mettrait pas un petit peu l'accélérateur sur la création de fermes de minage sur le pays pour que, voilà, si un jour on doit utiliser Bitcoin comme échange de valeur, on ait une partie de l'infrastructure critique qui soit déjà basée sur le pays et qu'on ait, tu vois, un petit peu tout ce qui est supply chain, skill set, etc. pour développer l'industrie là-bas. Hmm. On parlait de centralisation et j'ai failli t'interrompre, mais du coup, revenir sur l'aspect aussi pool de minage. Il y a beaucoup de gens qui confondent la centralisation du minage par rapport aux fermes et par rapport au pool de minage actuellement. Tu vas sur un blockchain explorer et tu regardes qu'il y a 4-5 pools dans le monde entier et les gens disent, bah regardez, en fait, il y a 5 mineurs qui se partagent le gâteau. Si on en saisissait deux, on avait déjà 66% du réseau. Est-ce que tu peux nous rappeler rapidement ce que c'est qu'une pool de minage, en quoi ça consiste? Pourquoi c'est pas vraiment un problème et les améliorations qui sont en cours. Donc, je t'amène sur Stratum V2 ensuite. Ok, bah pour faire assez simple, une pool de minage, c'est un opérateur qui va agréger de la puissance de calcul de plusieurs mineurs pour augmenter tes chances de miner un bloc. Parce Donc, ça, qu'aujourd'hui, c'était miner la un version bloc, simple. C'était la version simple. c'est la version simple, on fera la version compliquée pour Stratum V2. Donc ça, c'est la version simple, ce qui fait qu'aujourd'hui, évidemment, plus tu es une grosse pool, plus tu as de chances de miner un bloc, et aussi plus ça te permet d'avoir des revenus stables, parce que tu peux plus facilement savoir quand tu vas miner un bloc, vu que tu as Hmm. globalement plus de Ouais, chances tu as une de passer. prévision. Ouais, ouais. Voilà, donc aujourd'hui, par exemple, la pool américaine majeure, c'est Foundry. Ils ont à peu près 35% du hash rate, ce qui est énorme, ce qui pourrait poser problème d'ailleurs. Et donc, une de tes questions, c'était est-ce que c'est problématique? Pourquoi c'est pas problématique? La réponse, c'est parce que à partir du moment où une de ces pools tente quelque chose qui pourrait aller à l'encontre de Bitcoin, il en revient aux mineurs, et ce sera toujours les mineurs qui décident de changer de pool. Donc en fait, même si demain Foundry a 60% de hash rate, suffit qu'ils tentent quelque chose de réorganiser la chaîne, etc. Tu as 2-3 mineurs qui sortent de la pool, ils ont plus 50% et c'est Hmm. terminé. Donc en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le problème, ça a toujours été et ça sera toujours les mineurs. Si les mineurs choisissent en coopération avec la pool d'attaquer le réseau Bitcoin, ce qui est totalement débile parce que c'est des mineurs, c'est quand même de Ils ont là où ils intérêt à reçoivent ce que leur ça argent. fonctionne. Ouais. Voilà, mais même si ça se passe, ça vient des mineurs. Les pools, ce ne sont que des intermédiaires. Et donc de ce point de vue-là, il n'y a pas vraiment de risque. C'est pour ça que moi, Hmm. personnellement, la domination de Foundry, ça m'inquiète pas. Ouais, pour prendre un exemple, c'est si moi, par exemple, j'ai 1% de la puissance totale du réseau, donc ce qui est énorme, hein, mais pour prendre un exemple, c'est-à-dire que moi, statistiquement, je vais gagner 1% des récompenses. Cependant, ce 1% des récompenses, je ne sais pas si je vais le gagner aujourd'hui, demain, dans 6 mois ou l'année prochaine. Donc, du coup, je vais gagner un jour le jackpot, 1% des récompenses, mais comme tu le disais, je n'ai pas cette possibilité d'avoir un prévisionnel stable en jours, en semaines, en mois, etc. Et donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me connecter tout simplement. C'est quoi? C'est un logiciel, hein, enfin, c'est un software relativement classique, une plateforme, où je vais me connecter avec mon pourcent
sur cette pool. Et là, je vais recevoir 1% des récompenses de manière beaucoup plus régulière parce on a mutualisé en gros les gains dans la pool. Mais corrige-moi si je me trompe, mais en gros, la connexion et la déconnexion à cette pool, et c'est l'histoire de quelques secondes, enfin, ou quelques minutes peut-être, mais c'est extrêmement simple. C'est extrêmement simple et donc voilà, ça évite tout risque. Hmm. Et pour même aller un petit peu plus loin, une des raisons aussi pour lesquelles on va choisir une pool plutôt qu'une autre, c'est en fonction de ce qu'on appelle des payout schemes. C'est-à-dire que un des principaux bénéfices des grosses pools, c'est qu'elles te permettent de faire du FPPS, donc du Fully Pay Per Share. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que euh, tu es payé sur les revenus hypothétiques de ce que ça te rapporte en fonction de la puissance de calcul que tu as, plutôt que des revenus actuels. Et c'est la pool qui va prendre en charge la variance des revenus. Donc, pour donner un exemple, comme tout à l'heure, si tu as un exahash de capacité et que tu les donnes à cette pool, quoi qu'il arrive, tous les mois, toutes les semaines, etc., tu auras ce que ça te rapporte, un exahash de capacité. Et Hmm. là où certaines pools te proposent ce qu'on appelle un PPLNS, donc Pay per euh, Last N Shares, où là où c'est vraiment, tu reçois, Ce que la pool a miné, quoi, vraiment. voilà, donc des fois ça Ouais. t'arrive que, par exemple avec Slush Pool, qui s'appelle maintenant Brains, euh, si tu as une mauvaise pool luck, donc tu as de la malchance, même si tu as un exahash, tu vas peut-être pas miner de bloc pendant 3 jours. Ouais. Du coup, c'est problématique. Alors qu'avec Mais ces trucs-là, comment ils gèrent, c'est eux du qui coup? prennent la variance. Bah, Ok. ils Des prennent un risque, assurances, de couverture. Enfin, ils prennent le risque de leur côté, du coup, ils peut-être prennent des le frais risque plus pour toi. élevés, mais du coup, C'est ils ça. lissent complètement les revenus, quoi. Ok. Exactement, c'est un avantage d'être une grosse pool aussi. C'est pour ça que les mineurs, en particulier, tu vois, les grosses entreprises, choisissent ça parce que pour eux, c'est vraiment important. Ils peuvent pas se permettre de ne pas recevoir de Bitcoin pendant 3 jours, quoi. Toutes les grosses sociétés, je me demandais si vraiment les giga-fermes, est-ce qu'elles tentent le coup à dire non, on passe pas par la pool parce que c'est toujours 1,5% des bitcoins minés en frais que la pool prend au passage. Donc c'est quand même relativement conséquent au bout d'un an. Est-ce qu'il y a des grosses fermes qui ont justement cette capacité de dire nous, on est assez gros pour dire on passe en direct sur le réseau et on verra bien quand est-ce qu'on gagne un bitcoin. Et en fait, on va le gagner quand même relativement régulièrement. Bah, pour l'instant, il n'y en a qu'un seul qui le fait relativement bien, c'est Marathon. Marathon, ils ont la pool qui est Marapool. Je crois qu'ils ont 3-4 exahash. On va dire ils ont les 1,5% du réseau. Donc, ils le font. Le problème, c'est quand tu commences à faire du curtailment, du coup, quand tu commences à arrêter tes opérations, euh, le fait d'être en PPS, ça aide parce que quand tu es en PPLNS, si du coup tu shut down au moment où tu aurais gagné des Hmm. blocs, bah, du coup tu perds ce revenu. Donc voilà, pour l'instant, il n'y a que Mara qui le fait et ça devrait te donner une indication de Hmm. à quel point c'est pas forcément très bien. Ok. Explique-nous du coup Stratum, parce qu'on en a beaucoup entendu parler il y a quelques mois. Là, ça a baissé un petit peu parce qu'on parlait que de l'USDC et de FTX et des catastrophes. Mais ouais, explique-nous un peu du coup ce que c'est que Stratum et ensuite on parlera de Stratum V2, ce que ça va permettre. Donc en gros, Stratum, c'est le protocole sur lequel le minage par pool repose. Parce qu'avant, il n'y avait pas vraiment de standard de comment faire ça, de comment pooler le hash rate ensemble, etc. Et donc actuellement, comment Stratum V1 fonctionne, c'est que au niveau de la pool, donc la pool va créer ce qu'on appelle un block template, c'est-à-dire que la pool elle va aller dans le même pool, c'est elle qui va sélectionner les transactions qui rapportent le plus de fees, elle va les mettre ensemble dans un bloc, et ensuite elle va envoyer cette proposition de bloc, donc ce block template, à l'ensemble de ces mineurs qui eux, vont essayer de donc trouver le bloc. Et En gros, ensuite, une fois qu'ils ont c'est la poule qui construit le bloc, quoi. c'est la pool qui Ouais, construit le bloc, les ouais. mineurs trouvent le bloc et ensuite ils renvoient à la pool. Ce que propose Stratum V2, c'est de dire, c'est pas vraiment optimisé de faire ça puisque les pools peuvent censurer certaines transactions, en particulier avec ce qui se passe au niveau de l'OFAC, etc. La proposition, c'est de dire maintenant, n'importe quel mineur pourrait proposer son propre bloc à la pool. Et donc, si toi, tu es le mineur X, tu pourrais prendre tes propres transactions et dire à la pool, je veux miner ce bloc-là. Hmm. Et il y aura Donc, toujours ensuite le partage des récompenses, mais en tout cas, les blocs sont de l'initiative des différents mineurs connectés à la pool, quoi. Ouais, ok. exactement. Et donc ça, c'est super intéressant, en particulier pour
des plus petits mineurs qui seraient, tu vois, off-grid, etc., qui voudraient juste faire une coalition entre eux pour, on va dire, miner leur propre bloc un petit peu en dehors de euh, tu vois, de la régulation américaine sur les poules qui va sûrement arriver Parce que rapidement. là, aujourd'hui, les plus grosses poules de minage dont on parlait, justement, du coup, ces plateformes sur lesquelles sont connectés les mineurs, la plupart sont quoi? Sont américaines? C'est quoi les, les grosses boîtes, si je puis dire, derrière et où est-ce qu'elles sont domiciliées? Tu veux dire les poules de minage? Ouais, les poules de minage. Qui est derrière, en gros? Quand tu disais, si un jour un régulateur voulait pendre quelqu'un par les pieds, sur quelle porte il tape, tu vois? Où est-ce qu'il va? Ah ben, Foundry, En fait, c'est le problème des MEV Boost sur Ethereum, tu vois, est-ce qu'il y a cette entité sur Bitcoin? 100%. Bah, pour te prendre l'exemple de Foundry, c'est Digital Currency Group. Donc, c'est ceux qui possèdent CoinDesk, ils ont plein de Grayscale, VC, etc. Grayscale, Ouais, etc. ouais, ok. Donc, c'est eux. Donc, typiquement, c'est extrêmement facile d'aller faire toc-toc et de dire à partir de maintenant, vous allez censurer toutes les transactions des Bitcoin maximalistes parce que je les aime pas. C'est assez facile de le faire. Et donc, Stratum V2, ça permet de limiter ce risque, mais c'est absolument pas quelque chose qui va, tu vois, rendre la décentralisation de Bitcoin absolument imperméable et inattaquable. Ouais, ouais, C'est ouais. quelque chose qui permet, voilà, de rendre les choses plus complexes à censurer et d'enlever ce Même si, pouvoir aux ouais. poules. Ouais, même si, comme tu le disais, au final, si un mineur n'était pas satisfait en fait, de comment se comportait une poule de minage, par exemple Foundry, ça serait relativement simple de se plug out, enfin de se déconnecter et puis de se reconnecter à une du coup pool qui était plus dans tes valeurs ou dans ta morale ou dans ton ethos de Bitcoiner, quoi. En théorie, ça serait possible, quoi. Ok. Stratum V2, déjà live, déjà en production, quel est le statut du projet? Alors, c'est compliqué parce que nous, même à Galaxy, on finance le développement de Stratum V2, etc. C'est assez compliqué parce qu'aujourd'hui, on a un produit qui est, on va dire, quasiment fini et qui est en production sur certaines machines. Le problème, c'est que vu que c'est un software spécial, il faut l'installer sur les mineurs individuellement. Et donc, il faut aller convaincre les opérateurs de minage d'installer Stratum V2. Alors, on a parlé un petit peu des avantages niveau décentralisation. Stratum V2 a aussi d'autres avantages un petit peu plus minimes qui permettent de rendre voilà, les connexions entre la pool et le mineur plus sécurisées, parce qu'avant les data n'étaient pas encryptées. Avec Stratum V2, les data sont encryptées. Enfin, il y a plein d'autres bénéfices comme ça qui peuvent être mis en avant pour que les pools, pour que les mineurs adoptent Stratum V2, mais actuellement, c'est compliqué Il y a de un les intérêt convaincre. économique ou pas? Il y a un Vous intérêt arrivez. économique. Il y a un intérêt économique de quelques dixièmes de pourcent en adoptant Stratum V2, mais est-ce que ça justifie le fait d'aller sur chaque machine? Si tu as 100 000 machines, c'est compliqué. Ouais. La deuxième chose, c'est convaincre les manufactureurs, donc ceux qui fabriquent directement les ASIC, d'installer Stratum V2 par défaut sur les machines. Parce qu'aujourd'hui, c'est Bitmain, MicroBT, etc., qui installent leur propre firmware par défaut sur les machines. Et donc, il y a des discussions aujourd'hui pour aller les convaincre à eux De d'installer Stratum V2. directement implémenter au cœur, quoi. Dès le Voilà. lancement, quoi. Ouais, ok. C'est pas du tout un changement, c'est pas du tout un Bitcoin Improvement Proposal, c'est pas quelque chose qui va changer le consensus de Bitcoin, ça se fait vraiment en dehors de ça, puisqu'on parle de coordination de hash rate, c'est vraiment totalement extérieur à Bitcoin, et donc ça se fait vraiment, il faut convaincre les gens, quoi. C'est pour ça que moi j'aime bien Hmm. parler de Stratum V2, parce que plus on en parle, plus il y a d'incentives pour que ça change les choses. Ouais. Justement, sur le développement, tu disais, nous, on finance, vous financez qui se charge de ça? Et quel est l'intérêt des développeurs? Enfin, tu vois, quelle est la rémunération? Comment ça se passe? C'est comme le développement de Bitcoin, hein, ça se fait sur des bases, voilà, tu es un Oh, développeur, tu veux travailler sur Stratum V2. ok. Nous, on te donnera de l'argent pour que tu arrives à le faire. C'est vraiment, c'est du non-profit et c'est au bénéfice de la décentralisation de Bitcoin. Ok. Et quand tu parlais de l'avantage économique de Stratum V2, c'est-à-dire comment? Parce que là, on parlait du coup plutôt de la décentralisation, éviter que, enfin, en tout cas, réduire le pouvoir des pools sur le minage, enfin, sur les activités de minage. Il y avait une question de confidentialité, enfin, de sécurité aussi. Comment, comment tu mets en place cet intérêt économique? Parce qu'au final, c'est ça l'argument qui va vraiment fonctionner auprès d'un mineur ou auprès d'un Bitmain, c'est est-ce que ma machine génère plus à la fin? Enfin,
Honnêtement, c'est l'argument qui va faire le plus mouche, j'imagine, sur la plupart des personnes avec qui vous discutez, quoi. Ouais, bah, l'argument économique, il est difficile à trouver, mais celui qui a été mis un petit peu en avant, c'est que parce que le protocole Stratum V2 est plus efficient et plus rapide, etc., ça te permettrait potentiellement d'éviter, par exemple, certains stale blocks qui te font perdre des revenus, donc c'est les blocs vides, etc. Ça te permettrait aussi potentiellement de gagner quelques millisecondes sur la création des blocs par rapport au pool, etc. Donc finalement, tu pourrais imaginer que tu puisses augmenter ta profitabilité de quelques dixièmes de pourcent Hmm. en utilisant Stratum V2, ce qui reste non négligeable. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que l'argument majeur de Stratum V2, c'est pas un argument économique, c'est un argument principalement de décentralisation, ensuite éventuellement de sécurité, et vraiment à la fin, un argument économique. Hmm. On parlait des suppliers, ça c'est un sujet, j'ai l'impression, dont peu de monde parle, surtout auprès des bitcoiners, mais le risque en fait de centralisation, alors, on parle beaucoup décentralisation des nœuds, décentralisation des mineurs, décentralisation des hodlers, etc. Mais il y a quand même quelque chose qui est très centralisé encore aujourd'hui, ce sont les suppliers de machines. En gros, tu as Bitmain, Whatsminer, enfin tu en as 4-5, mais tu as les deux gros qui représentent je ne sais pas combien de pourcents du marché, mais en gros c'est ça. 90. Ouais, tu vois. Donc c'est Samsung et Apple, tu vois. Comment tu vois ça? Comment ça évolue? Quelle est leur emprise sur le marché? Est-ce que tu peux nous donner un peu ton analyse là-dessus? Ouais, bah effectivement, c'est potentiellement un problème parce qu'aujourd'hui, tu as, Bitmain et MicroBT qui représentent à peu près 90% du marché, et puis ensuite, on a quelques-uns comme Canaan, etc., qui s'occupent du reste. Pourquoi Donc, Bitmain est chinois et l'autre est aussi, il est d'où? je crois que les deux sont chinois, mais Ok, aujourd'hui, ils ont un petit peu diversifié leurs activités en Asie du Sud après ce qui s'est passé en Chine. Donc là, je crois que Bitmain, ils ont une partie de leurs usines qui sont en Malaisie, des choses comme ça. ok. Euh, mais donc aujourd'hui, tu as de nouveaux entrants, notamment Intel, on en a beaucoup parlé l'année dernière, qui commencent à rentrer sur le marché. Et ça sera vraiment, je pense, le catalyste potentiellement pour que d'autres ensuite se ramènent sur le marché si les machines de Intel arrivent à trouver preneur. Il faut comprendre aussi pourquoi c'est autant centralisé. C'est qu'aujourd'hui, sécuriser de l'espace auprès des foundries, donc les foundries, c'est les industries qui créent les puces de minage directement. C'est des industries qui sont extrêmement spécialisées. Et donc, en fait, pour avoir de l'espace de fonderie auprès de ces entreprises-là, il faut faire des orders qui sont absolument gigantesques. Parce que tu es directement en concurrence avec Hmm. les fabricants automobiles, les fabricants de téléphones, les fabricants de télé, etc., qui, eux, n'ont pas de problème à faire des commandes, tu vois, de plusieurs millions de puces. Donc, en fait, Tu peux pas c'est arriver une startup peut pas se lancer dans l'industrie, quoi. c'est Ouais, impossible. C'est impossible. C'est ce qui fait que ces boîtes-là sont centralisées. Après, voilà. Euh, Moi, ce que j'aimerais voir, c'est plus une question de, pas décentralisation, mais de répartition géographique. C'est pour ça que le fait qu'Intel se mette au minage, c'est intéressant, parce qu'on pourrait peut-être voir à terme des puces qui sont fabriquées directement aux États-Unis. Et donc, ça réduirait la dépendance du réseau Bitcoin sur l'Asie. Je pense que hmm. le meilleur des cas, c'est ça. Mais effectivement, on verra jamais une petite startup qui lance ses puces, c'est pas possible. Les machines d'Intel sont pas encore sorties, hein. On est d'accord, elles sont toujours en développement ou bien? Si, si, elles sont commencées à sortir. Et tu as notamment, alors récemment, je crois que c'est Argo et je sais plus qui d'autre qui a commencé à les brancher au mois de février. Ok. Donc c'est tout récent. On n'a pas encore Des retours. les dates, les datas sur est-ce que voilà, elles sont vraiment aussi efficientes que Ouais, les Bitmain et les MicroBT. Ça va arriver, je pense, dans les semaines qui arrivent. Personnellement, je pense que ça sera pas aussi bien que ce que les gens espèrent, parce que si c'était bien, on en aurait entendu parler avant. ouais, Mais faut pas oublier non plus qu'ils viennent à peine de commencer dans l'industrie, alors que Bitmain, ça fait 7-8 ans, ouais. peut-être même plus aujourd'hui, qui sont sur le marché, donc il faut leur donner du temps. Et je pense qu'à terme, ils ont plus de moyens que Bitmain MicroBT, ce qui fait qu'ils pourraient scale potentiellement plus rapidement. Comment tu vois l'initiative de Jack Dorsey et de Block, du coup, qu'on avait rencontré, qu'on a interviewé, je mettrai l'interview ici pour ceux qui l'ont pas vu, mais qui parlait du coup justement de combattre cette centralisation.
qui voulait ben, jouer un rôle dans l'industrie, éventuellement ben, créer un produit qui serait complètement open source. Utopie ou projet réaliste? Bah, Jack, moi je l'aime bien, mais il parle beaucoup. Et ça fait longtemps qu'il parle, mais il n'y a pas beaucoup de choses qui ont été faites. Le projet en soi, il est extrêmement bien. C'est une très bonne initiative. Euh, mais effectivement, aujourd'hui, c'est plus au niveau de l'utopie que quelque chose de vraiment concret. Il faut bien comprendre que le projet de Jack, c'est avant tout au niveau du form factor de la machine plutôt qu'au niveau des puces. C'est-à-dire qu'il faudrait quand même aller se procurer les puces. Donc ensuite, ce dont Jack parle, c'est plus De euh, l'assemblage. cré- l'assemblage de la machine, Hmm. les spécificités de la machine. Est-ce que tu peux l'underclock, l'overclock? Est-ce qu'elle est plus, tu vois, voilà, comment tu organises les fans, la distribution Ouais. d'énergie, etc. C'est plus ça. Donc déjà, ça réduit un petit peu l'attractivité de la proposition. Et la deuxième chose, c'est que euh, l'équipe de chez Block, aujourd'hui, elle est absolument pas spécialisée dans le minage. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils récemment ils ont fait un post pour demander un petit peu du feedback à la communauté. Ils ont fait passer ça pour voilà, on veut vos idées, etc. La vraie raison derrière ça, c'est que ils savent pas vraiment ce qu'ils font. Et c'est extrêmement complexe de se lancer dans Hmm. tu vois, de l'engineering de machines Et de l'hardware, euh, quoi. Ouais, ouais, et du hardware. Donc ouais. ah, enfin, peut-être que c'est un peu cruel de dire que c'est utopique, mais en tout cas, à horizon minimum 5 ans, il se passera pas grand-chose à ce niveau-là. Tu vois rien sortir. Et justement, du coup, dans l'horizon 5 ans, comment tu vois l'évolution des machines? Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Du coup, des machines de plus en plus puissantes, c'est-à-dire des machines qui ont un hash rate de plus en plus important et élevé pour une consommation proportionnellement plus faible, donc en gros plus efficace. Mhm. Est-ce que tu vois cette tendance se poursuivre, s'accélérer, ralentir? Il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites dans les dernières années. C'est le fameux S de la loi de Moore. Est-ce que tu vois un ralentissement à un moment donné ou on va to the moon, quoi? Non, je pense que comme tout le monde, je vois un ralentissement. On est passé quand même des puces de 7 mm à 5 mm. Et aujourd'hui, les fonderies travaillent déjà sur le 3 mm. Donc, peut-être que, tu vois, on va dire, Explique-nous ça. Et pour les personnes qui ne comprendraient pas ce que ça veut dire le 5, 3 mm, etc., est-ce que très rapidement expliquer ce que c'est? ouais, d'ailleurs, c'est même pas millimètre, c'est nanomètre, je crois. Ouais, Mais c'est. c'est la taille, la taille individuelle des puces que tu mets, que tu peux mettre à côté. Donc, plus Ouais. elles sont petites, plus tu peux avoir de densité de puces. Donc, plus Hmm. potentiellement, ta machine, elle est puissante pour le même niveau d'énergie utilisée. Euh, Maintenant, quand tu réfléchis à ça, au bout d'un moment, tu arrives aux limites finalement de la physique traditionnelle. Et donc, aujourd'hui, les dernières machines, donc les S19 XP, les M50, c'est du 5 nanomillimeters. Potentiellement, dans les années qui arrivent, on va arriver à 3. Après ça, je ne sais pas si on va encore avoir tu vois, Des de améliorations l'amélioration. techniques. Ouais, ouais. Après, peut-être qu'il y aura une nouvelle technologie qui va sortir, j'en sais rien, mais je pense qu'à terme, ça va ralentir, comme tu as dit, et la courbe, tu vois, elle, elle s'arrête, mais quand même, je pense que dans les 5-10 prochaines années, ça va continuer Ouais, et donc du coup, par rapport aussi à l'évolution du hash rate, est-ce que toi, tu fais partie de ceux qui voient un scénario où on continue sur cette évolution, on accélère, on parlait de la puissance des machines, mais maintenant vraiment le hash rate du réseau. Il y a certains qui parlent déjà du le zeta hash, donc arriver à 1000 exahash dans les prochaines années. Comment tu vois ça? En fait, ça sert à rien de faire des prédictions de hash rate si on ne fait pas des prédictions sur le prix du Bitcoin. Donc en fait, la question, Alors, donne-moi une prédiction du prix du Bitcoin. la question, elle est très simple. En fait, c'est si le prix du Bitcoin il peut être multiplié par 10, le hash rate, potentiellement, il va être multiplié par 10 aussi. C'est aussi simple que ça. Le minage, c'est vraiment que des considérations économiques, que des considérations de marge. Et donc, en fait, tant que les mineurs sont profitables, le hash rate continuera d'augmenter. Hmm. Aujourd'hui, la moyenne du réseau, en particulier aux États-Unis, pour miner du Bitcoin, c'est, on va dire, entre 13 000 et 16 000 $ pour miner un Bitcoin. Marginalement, hein, sans compter tous les coûts Mhm. qui se rajoutent par-dessus. Donc, en fait, tant qu'on n'arrive pas proche de ce niveau-là, c'est simple, il y a plus de hash rate qui va arriver en ligne. Hmm. En considérant en plus que plus on se rapproche de ce prix,
plus leur prix de production descend parce que tu as tous ceux qui avaient un coût supérieur qui cut. Et donc, du coup, toi, ta part sur le réseau augmente. Donc, toi, tu vois clairement bullish sur le hash rate en fonction du prix, hein. Donc, et c'est vraiment ça. La chose importante à comprendre, à mon avis, c'est que, comme on le disait au départ, au début de l'interview, l'énergie, et c'est peut-être un peu choquant en ce moment de dire ça, mais elle n'est pas du tout rare. Tu vois. Elle est vraiment, elle est juste mal répartie. Mais en gros, si tu as la capacité, toi, en tant qu'industriel, d'aller dans les sources d'énergie, les sources d'électricité, tu peux en trouver, mais des gigawatts entiers. Enfin, tu vois, et donc, il y a vraiment cette capacité d'avoir une croissance et une puissance sur le réseau qui se développe encore pendant les 5, 10 prochaines années, quand il y a une réalisation que l'industrie du minage, en fait, c'est juste l'amortisseur financier et énergétique parfait pour un réseau électrique, quoi. Donc, le potentiel est juste gigantesque. Donc, je pense qu'on est d'accord là-dessus. 100%. Sur le potentiel des ordinals, transition parfaite. Qu'est- Ordinals, du coup, les NFT sur Bitcoin qui sont un peu liés quand même à l'industrie du minage. J'ai vu que tu avais pas mal creusé le sujet, fait quelques tweets et recherches et analyses, parce que ça va du coup occuper de l'espace dans un bloc. Vas-y, je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en penses et quelle est ton analyse actuellement? Est-ce que c'était une hype éphémère de quelques semaines ou il y a vraiment un potentiel, que ça soit au niveau utilisateur, mais aussi pour les mineurs? Bon, sur les ordinals et les inscriptions en général, il y a beaucoup de choses à dire. Nous, avec Galaxy, on a écrit un rapport d'une trentaine de pages, donc j'inviterai les gens à aller le lire si vraiment ils veulent plus de détails On là-dessus. le mettra en description. Euh, Moi, globalement, je suis assez bullish sur ce que ça apporte à Bitcoin, puisque comme tu l'as dit, ça vient apporter de la demande pour le block space de Bitcoin. Et donc forcément, quand il y a de la demande pour le block space, ça fait augmenter les fees. Si ça fait augmenter les fees, ça rend le minage plus profitable. Et si ça rend le minage plus profitable, ça rend le réseau Bitcoin plus sécurisé. Donc forcément, moi, de ce point de vue-là, j'adore les ordinals, j'adore les inscriptions. On n'est pas obligé de rentrer forcément dans le point de vue politique, même si je pense que c'est pas du tout une menace, les ordinals pour Bitcoin. Euh, Là où je pense que c'est intéressant, un petit peu plus théoriquement, c'est que pour moi, les ordinals, ça va venir vraiment être un acheteur de dernier ressort pour le block space. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, à chaque fois que le mempool va être vide, tu vas avoir un incentive pour les gens qui veulent minter des collections ordinals, etc., à venir le faire à des bas prix. Et donc, en fait, tu auras toujours une certaine demande sur le mempool qui viendra rendre, on va dire, les revenus sur le minage au niveau des Hmm. transaction fees plus stables, plus élevés. Et donc finalement, c'est un vrai changement de paradigme pour l'économie du minage en général, ce qui est globalement, moi je trouve très 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 bullish pour Bitcoin. Parce que comme tu disais, en gros, quand tu mines une collection NFT ou digital artefact, comme aime le dire Casero d'Armor, euh, t'as pas cet aspect de temporalité comme une transaction. C'est ça, hein. La différence, c'est qu'en gros, toi, tu peux attendre éventuellement 1 heure, 2 heures, et tu passeras quand il n'y aura plus personne. Alors que si tu as une transaction, pas pour une raison X ou Y, il y a cet aspect d'urgence qui fait que tu dois la faire passer dans le prochain bloc. C'est exactement ça l'idée, c'est-à-dire que tu as des Ouais. utilisateurs sur Bitcoin qui sont low time preference, donc ils peuvent se permettre, voilà, si tu veux minter une image de grand angle crypto sur Bitcoin, tu peux attendre 10 jours. Par contre, si tu as besoin de payer ta baguette de pain, faut que tu le fasses de suite. Et donc, tu as voilà, ce mismatch entre les deux qui fait qu'un utilisateur qui veut minter des ordinals peut mettre des fees, donc SAT par VByte, plus faibles qu'un utilisateur qui lui veut passer dans le prochain bloc. Donc, lui, il va mettre des frais plus élevés. Hmm. Et du coup, quand même parler 30 secondes de ce risque. Toi, tu disais, du coup, c'est très bullish pour Bitcoin. Quand tu disais risque certaines personnes parlaient de risque de centralisation, justement, l'incapacité de certains nœuds. Enfin, on aurait certaines difficultés à suivre, du coup, le développement de la blockchain. Pas forcément, et ça, je ne l'avais pas précisé dans la dernière vidéo, mais c'est pas forcément au niveau du block space, enfin, en gros, de la taille de la blockchain, mais plutôt des capacités de connexion, enfin, de débit, etc. C'est ça. Donc, c'est plutôt ça le risque, c'est qu'un particulier chez lui, avec sa connexion Internet, ne soit plus capable de se synchroniser parce qu'il y a trop de data qui circulent. C'est bien ça? C'est ça, c'est plus au niveau de ce qu'on appelle l'initial block download que ça pourrait potentiellement être problématique.
Parce que en soi, bon, là, la blockchain Bitcoin, elle augmente, on va dire, de 100 gigas par an. Si elle augmente de 200 gigas par an maintenant, c'est pas un problème C'est pas une aujourd'hui. catastrophe. Aujourd'hui, elle Voilà, est de 400, elle est à peu près de 400, 450 gigas ou quelque chose comme ça. Ouais. c'est ça, c'est ça. Donc bon, si tu as un disque dur de 2 TB qui est accessible relativement facilement, c'est pas un problème. Là où ça peut potentiellement être un problème, c'est pour un utilisateur qui va avoir une connexion Internet assez faible et qui lui maintenant va devoir télécharger beaucoup plus de data avant de pouvoir se sync à la blockchain Bitcoin. Euh, c'est pas non plus la mer à boire, mais ça rend quand même l'aspect de décentralisation de Bitcoin un tout petit peu plus complexe à ce niveau-là. C'est vraiment pas très grave, c'est juste, voilà, potentiellement un Mais problème. là où je suis pas au clair, et je pense que c'est l'opportunité d'en parler, cette synchronisation, elle se fait à chaque bloc ou c'est lors du lancement et genre l'activation d'un nœud chez toi au départ? C'est au lancement. C'est au lancement où tu dois Tu dois te télécharger synchroniser tous les avec le reste blocs. du réseau. Ouais, ok. C'est ça, parce qu'en fait, une fois que tu as tout téléchargé, tu peux prune, donc tu peux, on va dire, ne Couper pas une partie, regarder. l'historique le plus lointain. Ouais. C'est ça, c'est ça. Donc en fait, si tu n'aimes pas les ordinals, tu peux dire à ta node, toutes les transactions ordinals, je ne veux pas les voir. Mais avant de pouvoir faire ça, il faut quand même que tu télécharges l'historique de la blockchain entière qui inclut les ordinals. Donc en fait, pour arriver à ce niveau-là, il faut tout télécharger. Et donc ça peut être un problème pour quelqu'un qui a une connexion très faible en Afrique ou quoi. Voilà, c'est pas forcément optimisé d'ici 5 ans. Voilà. Mais du coup, tu peux pruner après, mais tu peux pas, en fait, tu peux pas filtrer lors de la synchronisation initiale les transactions ordinaires, enfin, qui incluraient des ordinals. Non, Ok, tu c'est peux un run, choix tu que vois, tu... Ok. tu peux run, tu vois, une light node qui va regarder que, par exemple que les 1000 derniers blocs. Mais si tu veux une full node, ce qu'on appelle une archival node, il faut que tu télécharges tout et ensuite tu prunes. Et ensuite, du coup, tu auras le choix, si tu as ton nœud ensuite, les données que tu reçois, tu peux filtrer les ordinals à ce moment-là. Mais tu peux pas les filtrer avant parce qu'ils étaient... Ok, ok, ok. Je comprends. Putain, c'est déjà presque une heure. Je voulais quand même juste te demander, parce que du coup, ça fait un certain nombre d'années que tu es, dans l'écosystème et c'est une question que j'aime bien poser à ce type de profil. Genre, comment toi, tu expliques, comment tu convaincs genre, tes proches, les personnes autour de toi, ta famille, etc. C'est quoi ton pitch pro Bitcoin? Genre, très rapidement, quand tu n'as pas beaucoup de temps autour de la table et il faut faire mouche. Bon, ça dépend parce que j'ai deux pitchs en fait. J'ai le pitch j'ai le pitch économique pour, tu vois, Est-ce que vous avez 2 heures? les caractères un petit peu plus orientés trading, je veux faire de l'argent, etc. Et donc là, le pitch classique, c'est voilà, c'est scarcity, 21 million, inflation, etc. Et ensuite, tu as les profils un petit peu plus orientés valeurs libérales, politique, etc. Et là, par contre, c'est beaucoup plus des speeches du type résistance à la censure, ce qui se passe actuellement avec le bail-out des banques, etc. Sécuriser, détenir sa propre monnaie, etc. Donc en fait, j'ai toujours deux speeches très différents en fonction des personnes à qui je m'adresse, même si Hmm. après, en général, j'essaie d'aller dans les détails pour les deux. Et donc, c'est vraiment... En Ça fait, dépend de la personne en face de toi. je pars du principe que c'est très compliqué d'expliquer Bitcoin à quelqu'un du premier coup. Donc, en fait, ce que j'essaie de faire, c'est de mettre un petit peu la cible dans la tête de la personne, l'intérêt. Et donc, en fait, pour créer l'intérêt, pour moi, tu as soit l'intérêt économique, soit l'intérêt politique. Hmm. Et en fonction de la personne, j'essaie de lancer sur un des deux. Et après, je me dis, voilà, free market, c'est la personne qui décide. Maintenant, elle est au courant. Si elle veut aller plus loin, elle va plus loin. Et moi, je serai le premier à aider. Si elle veut pas, c'est son choix. Comment t'es rentré, toi? Du coup, par quelle porte? Un des deux, trading ou libéral, ou ni l'un ni l'autre? Moi, je suis rentré du point de vue économique et j'ai acheté du Ethereum classique parce que je trouvais le logo vert très stylé. Voilà. Et je suis Bitcoin maximaliste. Donc, tu vois, Les gens peuvent les, changer. les gens peuvent changer. Exactement. Ok. Dernière question que j'aime aussi bien poser, classique. Qu'est-ce que tu dirais à Satoshi Nakamoto si tu le rencontrais ou ouais, qu'est-ce que tu lui dirais? Reviens pas. C'est tout? Aussi simple que ça. Reviens pas. Mets-toi une balle dans la tête. Je veux plus entendre parler de toi. C'est très bien comme ça. Et de toute façon, on a souvent cette discussion de l'entonnoir. Voilà.
qu'est-ce que Satoshi aurait pensé de cette mise à jour, de cette proposition, qu'est-ce que Satoshi aurait pensé des ordinals. Euh, Moi, je pense qu'on s'en fout. Aujourd'hui, Bitcoin peut vivre sans Satoshi. Et même si j'ai un respect énorme pour le ou les créateurs, euh, je n'accorderai aucune espèce de crédibilité à son avis, plus qu'à quelqu'un d'autre qui Hmm. lui contribue depuis longtemps au projet. Donc voilà, c'est respect Oui, à c'est vrai que Satoshi, c'est voilà. intéressant, genre par exemple pour le débat sur les ordinals, que des gens soient allés chercher des archives du Bitcoin Talk où Satoshi a dit ça, il n'aurait pas été d'accord, ou bien il aurait été d'accord, etc. En fait, and so what, tu vois, enfin, de nouveau, avec beaucoup de respect pour son intelligence et pour ce qu'il a fait, et pour ce qu'ils ont fait peut-être, mais aujourd'hui, la créature le dépasse complètement, quoi. Donc, C'est je ça. Et suis puis, relativement d'accord avec toi. ça reste un humain. Enfin, il peut avoir tort, tu vois, comme tout le monde. Et donc, il n'a pas une sagesse infinie. Et Bitcoin a tellement changé depuis 14 ans que bon, voilà, c'est vraiment spécial. Merci Guillaume, c'était super, super cool de te recevoir. Je pense on va refaire ça parce que ton expertise sur l'industrie du minage, à mon avis, intéresse et va intéresser. À très Ah bah bientôt. écoute, merci pour l'invitation et puis à bientôt. Ouais, à plus.